À qui profite le crime? L'Europe, encore une fois, attend le dernier moment pour intervenir. Alors, ce n'est pas contre le peuple turc que les Européens doivent intervenir, parce que le peuple turc est un grand peuple. C'est contre Erdogan, qui est un dictateur et qui amène avec lui, encore une fois, les frères musulmans, qui va financer aussi tout ce qui est au niveau terrorisme en Europe, en Afrique du Nord, et il est là le danger. C'est ce financement occulte qu'il y a par ces mercenaires qu'il envoie et les massacres qu'ils font. Parce qu'on oublie quand même un peu trop vite, la dernière fois, lorsqu'il est rentré en Libye, ce qu'il a fait aux Yézidis. C'est un massacre qu'il y a eu et le monde s'est tu. Donc oui, c'est le plus grand danger en ce moment qu'il y a et l'Europe doit se réveiller parce que si elle ne se réveille pas, tous les pays de l'Afrique du Nord seront aussi touchés et obligatoirement l'Europe sera touchée. Donc il faut que, pour une fois, l'Europe soit ferme, unie et dise non à Erdogan. Today is that President Erdogan poses a threat, a real threat, to peace and stability in the Middle East and in North Africa, in Libya, in Syria, in Israel and in the Palestinian territories as well. It's very dangerous for Europe. He has got designs on an expansionist policy to extend his own influence and perhaps also the influence of the Muslim Brotherhood. And Europe should be very concerned about his intentions. To support stability in Libya and end a tragedy of the Libyan citizens there, and to take clear and strict positions against Turkish military intervention. Nous sommes ici pour les dirigeants européens pour protéger nos pays et pour prendre une décision fatale contre le tyran Erdogan. As political activists and academic who are interested in this topic, we all believe that Turkey threatens security in Europe. This is the first thing that we believe, and also the military interforce in Libya, in Iraq, in Syria also. Here we are asking European Parliament to support our decision to come here, because from Berlin to Belgium it is around 12 hours. For us this is not easy, but we have a mission and a message to say here. Please protect our Arab countries, please protect Libya from Turkey and from Erdogan. Les choses se clarifient de plus en plus dans le contexte qu'il faut analyser nécessairement comme étant turco-turc. En réalité, ça fait plusieurs années maintenant que le président Erdogan est en nette perte de vitesse électorale en Turquie parce que les résultats économiques ne sont pas à la mesure des attentes du peuple turc. Et donc, il essaye de surcompenser ces pertes, qui lui a valu d'ailleurs la perte de la mairie d'Istanbul, dans les grandes villes. Il essaie de compenser ça en faisant deux choses. D'une part, en politique intérieure, il essaye de réislamiser, en tout cas s'attirer les bonnes grâces des courants les plus conservateurs de l'islam turc, en les flattant. Et ça, c'est le syndrome de Sainte-Sophie, qui était un lieu qui a été en fait transformé en mémoire de l'humanité par le président Atatürk en 1934, et qui est vraiment un symbole de dialogue entre les religions dans un lieu qu'on a retiré au temps pour en faire un monument qui date du VIe siècle, un monument qui traduit en fait l'émotion des êtres humains face à l'incommensurable qui les dépasse nécessairement. Et donc en resacralisant Sainte-Sophie, il envoie un double message. Un, il fait porter un risque à la communauté orthodoxe, évidemment, qui ne pourra plus visiter Sainte-Sophie dans les mêmes conditions muséales qu'il était avant.
Et d'un autre côté, il envoie un signal fort en direction de la partie la plus conservatrice de l'islam turc pour leur donner des gages de fidélité. Ça va dans le sens de ce qu'il a déjà fait dans le temps, avec le port du voile dans les universités turques. Donc c'est une réislamisation rampante et qui n'a que pour objectif, en réalité, pour objectif d'essayer de regagner des parts de marché électoral, parce qu'il sait qu'il est en perte de vitesse. Ça, c'est le marché sur le plan intérieur. Sur le plan extérieur, il flatte le deuxième groupe sociologique le plus important en Turquie. On sait que le peuple turc est très attaché, très nationaliste, très fier de son histoire, et donc il essaie de flapper les courants les plus politisés de la grande Turquie d'antan, en essayant de reculer les frontières le plus loin possible pour recréer un embryon, en tout cas dans son esprit, de ce qu'était l'Empire ottoman. En réalité, il fait ça pour deux raisons. La première raison, c'est qu'en faisant ça, il donne l'illusion aux factions les plus conservatrices politiques, cette fois-ci turques, de croire qu'on va pouvoir recréer ce rêve derrière lequel il court depuis longtemps mais qu'il n'atteindra pas, qui est le rêve de la grande Turquie d'antan. Et d'autre part, se cache derrière ça évidemment des choses beaucoup plus terre à terre, parce que pourquoi la Libye? Mais tout simplement parce que la Libye est un élément essentiel dans la stratégie géoéconomique du président Erdogan. Pourquoi? Parce que les réserves de gaz libyens sont évidemment l'objectif qu'il essaye de s'approprier pour augmenter sa puissance et dès lors pour regagner de la croissance économique. Et donc il y a derrière ça un véritable impérialisme de la part de la Turquie d'Erdogan pour reprendre le contrôle de zones qui sont livrées à la guerre civile. Et malgré le fait que la conférence de Berlin en janvier 2020, tant la Russie que les grandes puissances, que la Turquie, se sont engagées en réalité à chercher des solutions politiques et diplomatiques et pas des solutions armées. Or, il fait exactement le contraire. Il y a de plus en plus une confusion entre ce nationalisme, la militarisation et l'islamisation radicale. Donc il y a aujourd'hui par exemple la Diyanet est un instrument du nationalisme et aussi c'est radicalisé sur le plan religieux. Et donc c'est cette confusion-là, ce projet politique-là qui est effectivement inquiétant. Et qui est en compétition avec d'autres projets radicaux. Hein. On sait que l'Arabie Saoudite a son propre projet salafiste, on sait que le Qatar a son projet avec les frères musulmans, on sait que l'Iran a un projet qui est aussi un projet chiite radical. Et donc il y a une forme de compétition entre ces quatre puissances régionales sur un agenda à la fois politique et religieux radical, qui est inquiétant parce qu'ils sont en compétition, mais d'une certaine manière, c'est une espèce de surenchère permanente, c'est-à-dire qu'ils essayent auprès d'un électorat, d'une population musulmane, de faire valoir qu'eux sont là comme force protectrice, comme force qui va pouvoir, à travers ce projet politique, les aider socialement. Et donc c'est tout le problème auquel on est confronté aujourd'hui et qui fait qu'il y a un risque d'abord de radicalisation sans fin, parce que finalement ce ne serait jamais assez, et il y a un risque évidemment de fracture, d'antagonisation au sein de la société, puisque c'est un projet radicalement différent du projet européen, du projet belge, qui est un projet, je dirais, humaniste, de vivre ensemble, de respect des croyances et des religions de chacun, ou même de la laïcité. Donc, et donc ce projet-là que porte Erdogan est un projet effectivement qui, non seulement qui nous inquiète, mais qui forcément créera des tensions et probablement des conflits. Je ne crois pas que les politiques se saisissent suffisamment de cette question pour différentes raisons, à la fois parce qu'on espère que les choses vont peut-être disparaître d'elles-mêmes,
parce que y a quand même une certaine forme de clientélisme. On sait qu'on vote dans la communauté turque, par exemple, on vote massivement Erdogan en Belgique, et donc on a peur de se mettre à dos cette communauté. Je pense qu'il y a un effort de pédagogie qui est tout à fait insuffisant, parce que je pense que je peux comprendre que les Turcs pourraient se sentir peut-être pointés du doigt. Or, ce n'est pas les Turcs qui sont pointés du doigt, c'est un régime qui est pointé du doigt. Il y a en Turquie, évidemment, toute une population qui n'a pas envie de cela. D'ailleurs, on le voit, la mairie d'Istanbul a été perdue. Et les Turcs en eux-mêmes n'ont pas demandé que la guerre soit portée en Libye, qu'elle soit portée en Syrie. J'entends aujourd'hui que le conflit renaît entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie, et que la Turquie se réjouit d'être derrière l'Azerbaïdjan. Enfin, tout cela, c'est très inquiétant, et je ne pense pas que les Turcs ont demandé cela. Et donc, je crois qu'il y a un effort à faire auprès de la communauté turque, de dire, écoutez, nous sommes du même côté, si vous êtes venus, ou vos parents sont venus en Belgique, c'est que vous souhaitiez effectivement qu'il y ait à la fois de la paix, de la tolérance, du vivre ensemble et de la prospérité. Ce n'est pas le modèle d'Erdogan. Ce modèle-là ne convient à personne, en fait, si on partage finalement ces valeurs humanistes.